الصفحات وباسمه ألقي كلمة تحية. السيدات والسادة، منذ 20 شهرا تشن على غزة أمام أنظار العالم حرب إبادة، حرب تستهدف الأطفال والأمهات والمستشفيات والإسعاف والصحفيين والمساجد والكنائس الجامعات والسكن بل وحتى المقابر. أمام أنظار العالم بعضه متواطئ والبعض الآخر عاجز. القانون الدولي يداس من طرف كيان تحركه روح الانتقام والغطرسة وأعلى درجات العنصرية العرقية. بلادنا العربية منها المنخرطة في التطبيع وأخرى عاجزة ومستسلمة وربما مشاركة في الجريمة. إسرائيل وبدون أدنى تردد تعلن للعالم تنفذ مخطط احتلال الأرض وتجويع وترحيل شعبها. في هذا الخضم الذي تختلط فيه مشاعر الغضب بمشاعر العجز أمام جريمة، كانت رغبتنا نحن المنظمون في ترتيب لحظة للتفكير وكسر حالة الذهول التي تسيطر علينا أمام سيل الصور المروعة. وانسجاما مع رسالة المركز كمؤسسة للدراسات والأبحاث، رأينا أن نضع هذه الأحداث ضمن المسار الطويل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه. واخترنا لهذا اللقاء الأول مناقشة هذه القضايا مع مثقفتين من فرنسا يحملن مواقف لا تتماهى وتناقض المواقف الرسمية والإعلام السائد هناك. نستضيف إذن السيدة أنيس لوفالوا، صحفية نائبة رئيس معهد الأبحاث والدراسات للمتوسط والشرق الأوسط، محاضرة في معهد العلوم السياسية باريس، أشرفت مؤخرا على إصدار الكتاب الأسود لغزة جديد نوار لغزة. نستضيف أيضا السيدة صولين منصور، مثقفة فرنسية وفلسطينية من غزة، مؤرخة وباحثة في مركز الأبحاث في التاريخ الدولي والأطلسي بجامعة نانت. Réussi avec en précision le déroulé de cette rencontre. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Agnès Levalois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, consultant spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po. Elle a dirigé récemment le livre-voir de Gaza, excusez-moi je vais te le prendre, voilà, un dernier livre qui vient de sortir il y a quelques mois. Et aussi nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Sandrine Mansour, historienne, auteure de plusieurs livres sur l'histoire palestinienne, comme l'histoire, parmi ses livres, ses titres, l'histoire occultée des Palestiniens. Elle est chercheuse au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes. Merci beaucoup à vous d'être aujourd'hui avec nous. Je pense qu'il nous faut des heures et des heures. Malheureusement, on doit se plier aussi à la contrainte du temps. Et donc, vous avez 15 minutes pour un premier propos introductif, justement pour savoir un éclairage sur la situation à Gaza et comment vous voyez, vous analysez cette guerre génocidaire. Sandrine Mansour. À toutes et à tous, je suis d'abord très contente et remercie le Centre de et de partager aussi dans ce qui est cher pour nous, le monde arabe, dans lequel on se reconnaît. Alors je démarre parce que je suis historienne de service, et en réalité c'est fondamental ce que vous faites aujourd'hui. Parler du génocide qui se passe pas qu'à Gaza et
c'est pas une extension en Cisjordanie à Jérusalem, ça a lieu en même temps. Et je reviendrai dessus, parce qu'en réalité, cette histoire, elle a commencé au 19e siècle, et c'est important de revenir à l'histoire. Quand le mouvement sioniste a décidé de créer ce projet colonial européen, comme d'ailleurs au moment la France et la Grande-Bretagne avaient les mêmes aspirations pour leur propre pays eux-mêmes, et le mouvement sioniste s'est inscrit, Théodore Herzl, qui était donc un journaliste, s'est inscrit dans la même idéologie politique, l'État-nation, avec les perspectives coloniales qui allaient avec. Bien évidemment, on a un territoire, l'Empire ottoman, qui va être dépossédé, qui va être découpé en morceaux. Les grandes puissances sont en train de faire le partage et le mouvement sioniste. Une mentalité en fait qui est importante, et c'est l'idée de l'homme blanc fort qui va dominer ces barbares qu'il faut civiliser. Et tout au long en fait des documentations qu'on trouve dans les archives du mouvement sioniste, on a la même rhétorique que dans les archives de la Grande-Bretagne ou de la France. Il y avait le Liban, une partie de la Syrie, la moitié du Sinaï et une partie même de l'Arabie Saoudite. Ça, c'était les demandes du mouvement sioniste. À côté, en face, il y avait toutes les ressources qu'on connaissait de l'époque. Bien évidemment, on n'avait pas encore le gaz et pas encore tout à fait le pétrole, mais ça allait venir très rapidement. Donc on est dans cette période-là, dans cette perspective-là, et à partir de 1897, quand il y a le premier congrès sioniste qui a lieu à Bâle, en sachant que c'était à l'époque un mouvement très minoritaire, ça c'est important aussi de le rappeler, que la majorité des Juifs n'ont pas du tout adhéré au mouvement sioniste. C'est important de le dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la prise en otage par Israël des Juifs dans le monde, alors qu'en réalité, la majorité, si on compte en nombre vraiment d'habitants, la majorité des Juifs du monde ne sont pas forcément favorables à la politique du sionisme. Mais c'était déjà le cas à l'époque et c'était important de le redire. Mais il n'en demeure pas moins le sioniste et d'aller jusqu'au bout de son projet. En 2018, il faut savoir qu'au moment où on a entendu parler des accords d'Abraham, c'était la normalisation, ce qu'on a appelé la normalisation. Je n'aime pas beaucoup ce terme parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de normal. On est dans une anormalité historique, juridique. C'est l'ONU, la Palestine est le premier dossier qui a été ouvert en 1945 au moment de la constitution des Nations Unies. Il était déjà présent au moment de la Société des Nations. Et c'est aussi le dossier sur lequel il y a le plus grand... Palestinien, des nations, contrairement à un récit qui a été tout le temps répété par la propagande sioniste, c'est-à-dire c'est une terre sans peuple et c'est un peuple qui n'a pas d'identité nationaliste. Et je pense que le texte a été cité par du maire de Jérusalem, a été cité dans le livre de Khalidi, Rachid Khalidi, sur la guerre contre la Palestine. C'était de sa famille, oui, c'est un grand temple de Rachid Khalidi, justement, c'est un vieux texte où il y a une vraie sensibilité, une vraie identité nationaliste palestinienne qui a plus d'un siècle. Agnès Le Ballois, c'est à toi. Aucun contexte historique. Et je me souviens des premières émissions de télévision auxquelles j'ai participé, où quand j'ai commencé à dire il faut replacer le 7 octobre dans son contexte historique, il y avait des voix qui s'élevaient autour du plateau, considérant que de dire cela, c'était proprement scandaleux, parce que c'était interprété comme voulant justifier ce qui s'était passé, justifier l'attaque du Hamas. Évidemment que ça n'est en rien une justification, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe depuis le 7 octobre si on n'a pas ce rappel historique et tous ces éléments de compréhension qui permettent non pas de justifier, mais de comprendre. Et vous vous souvenez peut-être de cette déclaration d'un de nos anciens premiers ministres, Manuel Valls, pour ne pas le citer, qui avait osé dire quand même que d'expliquer, c'était commencer à justifier. Ce qui, évidemment, n'est en rien la situation, mais on ne peut pas ne pas revenir à l'histoire. Il s'agit d'une guerre contre les Palestiniens et une guerre qui se déroule aujourd'hui, si je reprends la terminologie israélienne, contre la bande de Gaza, mais dont l'objectif est aussi, évidemment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Palestiniens, non seulement dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie, et que tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif. D'où l'intérêt, là encore, de revenir à l'histoire pour comprendre que c'est un projet qui s'inscrit justement dans une logique historique de la part d'Israël,
Mais ce qui pose aussi évidemment problème et question aujourd'hui, c'est comment la communauté internationale, même si ce mot ne veut plus dire grand-chose, on le sait aujourd'hui, laisse faire et aujourd'hui peut être complètement accusée de complicité à l'égard d'Israël dans ce qui se joue, dans ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain qui siège au gouvernement israélien, qui a mis en place cette administration pour l'émigration volontaire. Le choix des termes est absolument saisissant, comme si les Palestiniens voulaient partir volontairement. On sait très bien que les Palestiniens sont évidemment attachés à leur terre et que pour eux, il est hors de question d'accepter de partir. Et c'est pour ça que ce terme mis en œuvre par Smotrich de département de l'émigration volontaire est extrêmement choquant, et le terme est trop faible, le terme de choquant est trop faible, puisque l'on voit que l'objectif, et c'est un objectif clairement assumé, je l'ai dit, non seulement de terminer le travail de 48, donc de poursuivre la NAFPA, mais l'objectif, c'est vraiment de rendre la vie à proprement parler invivable, au premier sens du terme, invivable à Gaza, pour que les Palestiniens demandent à partir pour sauver ce qui reste de ce qu'ils sont et pour offrir une vie, même pas décente, mais à leurs enfants, à leurs familles. On est arrivé à ce stade où les objectifs de guerre qui avaient été affichés par Netanyahou au lendemain du 7 octobre, je le rappelle, c'était la destruction du Hamas et la libération des otages qui avaient été pris le 7 octobre, on voit bien que ces objectifs, on est bien au-delà aujourd'hui. Et que ces objectifs, le premier d'entre eux, en tous les cas, la libération des otages, a été complètement abandonné par Israël. Et pour la première fois, le gouvernement israélien ne met plus ça comme priorité, alors que jusque-là, ça avait toujours été la priorité des gouvernements israéliens. Ça avait été toujours de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des otages. On voit bien qu'aujourd'hui, les otages ont été complètement abandonnés à leur sort et que pour Netanyahou, il est hors, c'est pas ça la priorité. Pourquoi? Parce qu'il est tenu par son extrême droite et que son extrême droite dit une chose très simple, on laisse tomber les otages, et ses ministres, Smotrich et Ben Gvir, l'ont dit publiquement, parce que comme ils ne veulent absolument pas négocier, eh bien, peu importe si ça se fait au prix de la vie des otages qui restent. Donc cet objectif a été complètement abandonné. Et l'autre objectif qui était d'écraser ou d'éliminer le Hamas, on voit bien que c'est un objectif de toute façon qui n'a aucun sens. Parce que vous n'allez pas faire disparaître une idéologie par la force, par les armes, on voit bien que ça ne rime à rien. Et que si Israël, avec les moyens militaires dont il dispose, n'a pas été capable, au bout de 19 mois, de faire disparaître le Hamas, je ne vois pas ce qu'il faut de plus pour obtenir la disparition, à moins effectivement de tuer l'ensemble de la population de Gaza. On voit bien que cette idée selon laquelle tout est mis en œuvre pour éliminer le Hamas, ça n'a aucun sens. Ça n'est absolument pas un objectif qui peut être atteint. En revanche, ce qui est atteint aujourd'hui, c'est la volonté de rendre ce territoire invivable pour que les Palestiniens demandent à partir, et donc demandent volontairement à partir, ce qui exonérerait les Israéliens, à leurs yeux en tous les cas, de leur responsabilité dans le fait que les Palestiniens ne seraient plus présents dans la bande de Gaza. Et Israël aurait beau jeu de dire, voyez bien, c'est pas nous, mais pour leur bien, on va leur faciliter la tâche, on va leur permettre de partir. Et pourquoi les Palestiniens ne veulent pas partir? C'est parce qu'ils savent très bien que s'ils partent, ils ne pourront jamais revenir. Et 48, évidemment, est encore présent dans toutes les mémoires des anciens, mais comme des plus jeunes, parce que la mémoire est transmise. Évidemment que les Palestiniens ne veulent pas quitter la bande de Gaza comme ils ne veulent pas quitter la Cisjordanie, parce qu'ils savent très bien que s'ils partent, Israël ne leur permettra jamais de revenir et qu'ils ne veulent pas abandonner leur terre et ils ne veulent pas disparaître. On est aujourd'hui dans cette situation. Alors, ça m'amène à une autre question, c'est que... J'ai encore quoi, 5 minutes? Un peu moins, d'accord. Alors, je vais juste finir sur ce point qui me paraît important,
Parce qu'évidemment, on se pose toute la question, mais que faire maintenant et que va-t-il se passer? Alors, premièrement, je suis absolument incapable de vous dire ce qu'il va se passer et je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire ce qui va se passer, tant la situation est telle qu'on l'a décrite entre Sandrine et ce que je viens de dire est absolument apocalyptique. Je crois que le terme est absolument adapté. Il y a une urgence absolue aujourd'hui et pour moi, la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour arrêter ce massacre. Les discussions sur les deux États, très bien, il va falloir en discuter de la solution politique. Évidemment qu'il faut y réfléchir. Mais ça n'est pas le temps, me semble-t-il, dans tous les cas, comme le fait le président français de dire on va faire, qui annonce en janvier dernier une conférence en juin sur l'avenir de la Palestine. Mais on n'a pas ce luxe de 6 mois pour préparer une conférence internationale. L'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait pour arrêter le massacre des Palestiniens tous les jours, des bébés qui meurent de faim aujourd'hui. Il y a un état de famine, c'est ça qu'il faut arrêter. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en parallèle continuer à réfléchir à une solution politique, puisqu'on sait très bien qu'il n'y aura jamais de solution militaire à ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et qu'il n'y aura jamais de sécurité pour Israël en dehors d'une sécurité pour les Palestiniens, et donc d'un État pour les Palestiniens. Ça, c'est une évidence absolue, et je suis sûre qu'on partage tous cette évidence ici dans cette salle. Mais la question, c'est que faire pour arrêter le massacre et à partir de là, de réfléchir à une solution politique. Et donc, cette mobilisation que nous appelons tous de nos voeux, de savoir comment exercer des pressions sur nos gouvernements respectifs pour arriver à non seulement à une trêve, mais à un cessez-le-feu, un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, pour non seulement que les Palestiniens enfin puissent sortir de cet état dans lequel ils sont, de vivre sous les bombardements non-stop. Je rappelle simplement que depuis la rupture de la trêve en mars, on est à un minimum de 100 Palestiniens tués par jour. Par jour. Et comme vous le savez, l'arrêt total de l'entrée de l'aide humanitaire, nourriture et médicaments depuis, et ce n'est pas les quelques camions qui sont entrés depuis quelques jours qui changent la donne. Là, on est aussi, et je voudrais quand même souligner ce point, le cynisme avec lequel on a l'air de dire que Israël dit que ça y est, quelques camions rentrent. Il y en a eu 5 le premier jour et 96 le lendemain. De quoi parle-t-on lorsque l'on sait qu'avant le 7 octobre, rentrer dans la bande de Gaza 600 camions par jour et que c'était le minimum pour que les Gazaouis vivent, en sachant qu'à l'époque, les Gazaouis pouvaient quand même cultiver leurs terres et donc pouvaient avoir des ressources propres, pouvaient pêcher et donc la pêche permettait d'alimenter une partie des Gazaouis, et qu'aujourd'hui, avec la nature des bombes utilisées par Gaza, les terres ne sont plus exploitables et ne seront plus cultivables pendant des dizaines d'années suivant les premiers constats qui ont été faits par des ONG dont c'est le métier. Donc de quoi parle-t-on quand on laisse 5 camions le premier jour et 96 camions le deuxième jour? Pour moi, c'est d'un cynisme absolu, parce que ça laisse croire qu'Israël est en train d'autoriser et de permettre la levée du blocus, mais absolument pas. On ne peut pas considérer que le blocus est levé aujourd'hui lorsque l'on voit ces chiffres qui sont absolument dérisoires par rapport aux besoins, d'où, je reviens à ce que je disais, cette famine qui est actuellement en cours, et que toute la population de Gaza aujourd'hui est en état de famine absolue et qu'il faudrait des milliers de camions et immédiatement pour permettre à cette situation aux Palestiniens de pouvoir revivre, en sachant que quand vous avez été sous-alimenté pendant des mois et des mois, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, même en vous réalimentant normalement, sortir de cette situation, et que les conséquences sur la population seront considérables, avec du coup un bilan humain qui sera bien au-delà des 53 000, 54 000, 55 000 Palestiniens aujourd'hui déclarés comme morts, et que le bilan risque d'être dans des proportions que nous n'arrivons même pas à imaginer aujourd'hui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Mais je crois qu'il faut que je m'arrête parce que je vois Abdallah qui me regarde avec des gros yeux. Merci beaucoup.
d'autres personnes. On va ouvrir la première liste des discutants. 4 premières personnes qui vont intervenir. Ce ne sont pas des interventions, c'est des commentaires. Et comme l'a dit tout à l'heure, ça ne doit pas dépasser 5 minutes. Et donc, on va commencer par Madame Nabila pour un commentaire de 5 minutes et des questions. On n'a pas pu tenir une telle rencontre au niveau du Parlement. Bien, 77 ans après la Nakba et presque 20 mois après justement le déluge d'Al-Aqsa, la Nakba dure. Et ce conflit qui a fait couler plus de sang d'innocents que d'encre perdure. Donc la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est la fin de la cause palestinienne dans un monde déshumanisé où la force se lie à la puissance et aux géants de la technologie pour imposer sa vision, où il n'y a ni respect du droit international, ni des droits humains censés être inaliénables et indivisibles. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Le Maroc a toujours soutenu de manière inconditionnelle la cause palestinienne, par ses marches, ses communiqués, etc. Et aujourd'hui, il demande l'annulation pure et simple des accords là-bas qui ont été signés sans consultation populaire et sans demander l'avis du Parlement marocain. Par contre, ce que l'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, certains États, pour éviter les sanctions, bien sûr, jouent le rôle d'intermédiaire pour les intérêts militaires et économiques d'Israël, afin qu'elles puissent investir des pays arabes et entraver leurs propres projets de développement et organiser le pillage des terres et des ressources et la soumission de l'être humain. Je vais lire un extrait que je sors d'une lettre ouverte que je vais envoyer aux universitaires et académiciens européens. Je suis historien, et donc la colonisation est un de mes objets de recherche. Je fais partie de la 3e génération des historiens du Maroc. Nos aînés, notamment Kabili, Ayyash, Baroui, Boutaleb, Zneibar, Hajji, Tazi et j'en passe, se sont attelés à décoloniser l'histoire du Maroc et du monde arabe. Leur historiographie, bien qu'elle a déconstruit le récit colonial en partie, elle a construit un récit national charpenté par une bonne dose d'idéologie. La seconde génération a pris un peu de recul par rapport à la première. Elle a notamment élargi le territoire de l'histoire, de l'historien, en y incluant la période coloniale et en explorant le social, le culturel et l'économique. Ma génération a continué dans ce sens en formulant de nouvelles problématiques, revisitant les anciens sujets et les anciennes approches. Ainsi, Merci au Centre d'études de recherche qui a organisé cette rencontre. Et merci de m'avoir invité. J'ai un petit peu honte de parler quelques minutes, alors qu'on a fait venir des gens des milliers de kilomètres pour parler pour chacun 15 minutes. J'ai l'impression de voler un temps précieux, mais je vais essayer de dire ma contribution. La question est la suivante pour moi. Enfin, la question la plus fondamentale est la suivante. On est aujourd'hui face à un génocide. Et si on se pose la question, quelle est l'origine de ce génocide? D'abord, la première chose qu'on veut se dire, c'est qu'il n'a pas commencé le 7 octobre. Il n'a même pas commencé en 1948. Il n'a pas dit que le génocide, que la Nakba, ça fait partie du génocide. En fait, le génocide, il fait partie du projet sioniste intrinsèquement. Dans le projet sioniste, il y a cette idée fondamentale. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et quitte à ce que cette phrase ne reflète absolument rien de la réalité, le projet des sionistes, c'est de faire survenir cela, à savoir qu'il faut que cette terre devienne une terre sans peuple, et faire devenir cette terre une terre sans peuple, c'est justement la définition du génocide. Qui nous préoccupe tous en fait, et pour laquelle le peuple marocain s'est mobilisé massivement pour dire sa foi et pour manifester en réalité ce qui s'apparente à une fracture avec la représentation politique nationale. Je pense que ce qu'on appelle la question palestinienne, qui est aujourd'hui le génocide palestinien, nous provoque à plusieurs égards.
Elle nous rappelle qu'on n'est pas humain, on le devient. Elle nous rappelle aussi qu'on peut devenir inhumain, c'est-à-dire quitter l'humanité, et que ça ne tient à rien. Je crois qu'il est important pour la mise en contexte de rappeler que l'origine du problème palestinien, de ce qu'on appelle le problème palestinien, c'est l'Europe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la Shoah a eu lieu en Europe et que la question de la réparation a été posée dans l'Empire colonial. Et donc, en réalité, le choix de la Palestine, en fait, même si les premiers sionistes, en fait, le début du sionisme date du milieu du XIXe siècle, le choix de la Palestine, le choix final de la Palestine, puisque c'était un choix par étapes, vient quand même questionner les rapports très problématiques entre l'Europe et le monde arabo-musulman. Il y a là et on l'a vu tout de suite apparaître sur les manifs sur la Palestine. Et moi j'ai entendu des gens, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ce rapport? Ben oui, ce rapport il est là. C'est que la Palestine est l'effet miroir en fait de chacun des États. Donc aujourd'hui, que vous preniez vous, qui êtes du Maroc, vous-même, ce miroir en main, pour dire ce qui devrait être questionné, je trouve ça extrêmement intéressant. Et aussi dire le mot frustration, j'ai trouvé ça aussi très fort et important parce que il faut dire les émotions. On est dans un monde qui s'est tellement déshumanisé, mais pas que pour les Palestiniens. Les émotions ne sont plus dites. Et je trouve que c'est fondamental qu'on revienne à la parole du cœur, parce que ce n'est que par la parole du cœur qu'on arrivera à faire évoluer le monde. Et puis la question de la fin du leurre, oui, c'est la fin du leurre. Clairement, aujourd'hui, tout est visible. En fait, c'est comme si d'un coup, tous les masques étaient tombés. On ne fait plus semblant. Il y a eu pendant des années les gens qui faisaient semblant, les gens qui attaquaient ne signaient pas leurs attaques. Aujourd'hui, toute l'extrême droite, où qu'elle soit, signe ces méfaits. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je vous rejoins, d'ailleurs, c'est entre vous et la dernière dame sur les questions, donc l'altermondialisme, et effectivement, c'est inventer un autre projet, en fait. Et moi, je pense très sincèrement que c'est la chute du capitalisme, que c'est la fin de ce système impérial, colonial, capitalistique. Il va se faire dans la violence, comme toute fin d'un empire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors moi je ne peux pas, je suis historienne, je ne prédis pas l'avenir, même si je lis dans le marc de café, comme beaucoup de Moyen-Orientaux. Je ne suis pas capable de dire ce qui va sortir de ça. Mais aujourd'hui, moi je sais, l'autre jour j'étais avec Rachid Masharawi, qui est un réalisateur palestinien, et quelqu'un lui a demandé, vous savez, il est comme moi, originaire de Jaffa et avec de la famille à Gaza. Et on lui a demandé, est-ce que vous défendez toujours l'idée de deux États côte à côte? Il dit, vous savez, j'ai défendu cette idée pendant longtemps, comme beaucoup de Palestiniens. Il ne faut pas oublier que l'OLP a reconnu l'existence de l'État officiellement d'Israël en 1988. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a toujours pas reconnu la Palestine. Et on nous accuse, nous, d'être les terroristes. En tout cas, et il dit, mais aujourd'hui, ça voudrait dire, vous avez vu le génocide, les gens qui font ça, c'est psychiatrique. Est-ce que vous accepteriez de vivre à côté des gens fous, prêts à vous tuer? Il dit, ben non, moi aujourd'hui je ne suis plus prêt, parce que j'ai peur. On revient aux émotions. Donc c'était par rapport à cette... Moustapha, j'ai aussi, bon, c'était aussi également touchant, la question de l'histoire, comment en fait les personnes ont vécu au travers des générations et l'évolution en fait de l'analyse des situations. Et j'ai juste voulu ajouter, parce que vous avez cité Gaza, la Cisjordanie, le Liban, Jérusalem. Pourquoi je le redis, Jérusalem-Est est en train d'être aussi vidée de sa population. Et je vais rappeler en lien avec le Maghreb, le Maroc, Hay el-Maghreb, qui a été totalement détruit par le sunnisme et Israël au lendemain de la guerre de 67, le quartier des Maghrébins. De responsabilité dans ce qui se passe. Et pour moi, il y a un élément qui est extrêmement parlant pour remettre en question cette communauté internationale, et parler plutôt de communauté occidentale. Lorsqu'on regarde la carte des pays qui ont reconnu l'État de Palestine,
les pays, les soi-disant pays occidentaux, européens, États-Unis, ce sont les seuls pays, alors il y a des pays européens qui entre-temps ont reconnu l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, et il faut saluer cette démarche, mais globalement, les pays qui n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine, ce sont les pays du G7 et ce sont les nations internationales. Quand on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été dit, aujourd'hui c'est le seul rapport de force qui prime. C'est je suis le plus fort, je t'écrase, et il n'y a rien à dire face à cela. L'exemple est montré par Trump, par Poutine, par Netanyahou, et donc c'est je suis le plus fort et j'écrase la démocratie occidentale, ce droit international, c'est fini. Et donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère dont on ne sait pas encore comment aussi elle va se mettre en place, avec des rapports de force qui évoluent de façon considérable, avec des pays qui estiment aujourd'hui qu'ils ont leur place à prendre contre la façon que nous avons, quand je dis nous, moi je suis française, hein, donc je me mets dans cette position, et donc on voit bien que là on est vraiment dans un moment de bascule d'une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, et la question de la Palestine, le drame que vivent les Palestiniens est au cœur de la refonte, me semble-t-il, de ces relations internationales et de ce que cela va pouvoir donner à terme. Je reviens sur un point, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment du droit international. Moi, le droit international est ma boussole, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas tellement quelle autre boussole je peux avoir pour parler, pour travailler, pour continuer à documenter et à parler de ce qui se passe en Palestine. Donc là aussi, on se gargarise du droit international. Alors, je ne le décris pas parce qu'il existe. Il a le mérite d'exister, et je crois qu'il faut qu'on se raccroche à ce qui nous reste encore, qui est ce droit international. Mais comment un pays comme la France, qui est signataire du statut de Rome, a laissé l'avion de Netanyahou survoler l'espace aérien, alors que normalement, avec le mandat d'arrêt qui est porté contre Netanyahou, les avions français, de l'armée française, auraient dû intercepter l'avion pour le faire atterrir et pour le prendre. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement choquant, et encore plus choquant, enfin, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, peu importe, mais ce qui est aussi extrêmement choquant, c'est quand le président Macron a laissé entendre qu'il recevrait Netanyahou en dépit du mandat d'arrêt, parce que Israël est un État ami, allié, prenez le terme que vous voulez, alors que nous sommes parmi les signataires, les premiers signataires de décennies, c'est de faire revenir la question palestinienne au centre des intérêts de la communauté internationale. Et je pense qu'avec l'avènement du 7 octobre, il est indéniable que ce but a été atteint, et contrairement à ce qui se fait en Europe, où on n'ose pas qualifier les événements d'actes de résistance, moi je dis effectivement que le 7 octobre a été un acte de résistance du peuple palestinien, qui a évidemment démonté tout au long de ces mois passés tout l'imaginaire qu'Israël voulait imposer au monde, à savoir qu'Israël est un État démocratique, qu'Israël est un État... mesure. Je mesure qu'il est difficile de leur répondre, qu'il est difficile de discuter avec eux à ce moment-ci, pendant cette crise si grave pour chacun d'entre nous. Enfin, je veux vous exprimer, je veux vous exprimer une frayeur. Les organisateurs de ce meeting, remercier Agnès Valois et Sandrine Manceau pour leurs exposés très enrichissants, et pour leur courage, parce qu'elles se battent dans un environnement hostile, et c'est pas toujours facile de défendre des idées, c'est même un combat, c'est une résistance, et donc vraiment je les salue ici. Moi je serais un peu plus